Merci de nous avoir invités. On était très, très flattés, très étonnés que notre atlas intéresse les élus et les organisations du département de Paris. On va tenter, on a un petit temps, on va tenter de vous expliquer ou de vous présenter avec mes collègues de la DDTM et du département comment cette culture de la classe s'est imposée. Alors, le CAE 75 a invité le CAE 22 à présenter l'Atlas des Côtes d'Armor. Je me suis tout de suite rapproché, moi, des partenaires. Ce travail, évidemment, est un travail collaboratif. Et on en parlait avec Eric à l'instant, Eric Gravenet, qui est le maître, qui est la personne qui représente le maître d'ouvrage finalement de cet atlas, le département. C'est un travail collaboratif laborieux. C'est un travail qui nécessite du temps. Et c'est un travail que l'on a commencé avec les collègues depuis déjà longtemps, mais qui fait suite à d'autres travaux qui, comment on pourrait dire, qui ont préparé le terrain finalement à l'arrivée de cet atlas. Alors, je vais laisser mon collègue Eric nous présenter ces diapos là, parce que c'est des diapos que toi tu as certainement installés parce que vous avez des choses à dire. Non, mais on l'a fait ensemble. Mais ouais, effectivement, ce qui est important, c'est que ce travail auquel tu fais référence, il fait référence à une culture commune. Le paysage, nous sommes deux ingénieurs, en même temps architectes, et le paysage n'était pas quelque chose de naturel pour nous. Et au CAE, même s'il y a cette compétence, les paysagistes ne travaillaient pas à l'échelle territoriale. Donc, il nous a fallu du temps, les uns et les autres, pour acquérir cette compétence. Et nous y avons travaillé par le biais de la pédagogie. Et à ce titre-là, Christophe, qui est enseignant à l'école d'architecture, avec les ateliers d'étudiants, a mené un certain nombre de démarches. Alors nous, État, que nous avons subventionné par le biais de conventions d'études, sur les territoires de projet. Donc là, on est à Calac. Je te laisse c'est ça. Oui, alors, ces ateliers s'adressent à des publics assez variés, assez différents, et sont quelquefois menés par des acteurs, là aussi, très, très variés. On a mené sur le département depuis plusieurs années des ateliers d'architecture qui impliquaient les étudiants de l'école d'architecture de Bretagne. L'échange était simple, hein, une collectivité, le CAE repère des collectivités qui ont des problématiques intéressantes, on les soumet aux enseignants de l'école d'architecture de Bretagne, et puis si ça correspond à leur programme pédagogique, l'atelier se met en place sur un semestre, et l'objectif c'est de faire rencontrer des quasi-jeunes professionnels et des élus, pour le coup plus âgés, bien sûr. Et ces débats nous permettent c'est une formule qui est un peu tendance de produire ce qu'on appelle une culture commune. Et on mesure à quel point c'est important de mettre tout le monde à niveau, à savoir les élus, les aider à mieux comprendre les outils et les démarches qui leur sont proposés, et les étudiants que l'on regarde comme des jeunes professionnels à s'appliquer à utiliser un vocabulaire et à présenter des sujets complexes de façon abordable par tous. Donc, on a quelques diapos qui montrent comment ces ateliers se déroulent. Alors, l'intérêt de travailler avec des étudiants, c'est qu'ils ont une force de production assez puissante. Donc, on a des grandes maquettes. Ça, c'est une façon de faire avec les élus très efficace. Mais on travaille aussi avec des tout petits qui ont
qui ont d'autres atouts. C'est monsieur le maire de Plédran là, qui reçoit, ou qui reçoit les primaires de son école pour la restitution de leur travail. Donc les petits aussi peuvent être une façon de porter des messages, d'activer des réflexions. Et au travers, évidemment, des matériaux qui sont moins finalisés, mais qui sont tout aussi puissants. Et puis, on a des modèles plus institutionnels. On a travaillé avec les collectivités autour de la question de l'agglo de Saint-Brieuc avec des professionnels dans un atelier qui se nommait Atelier des territoires. C'est là une proposition de l'État. C'est des ateliers qui se déroulent sur un long temps, qui sont accompagnés par un bureau d'études, un multiple savoir-faire, et qui permettent aux élus de s'entraîner, de s'habituer au travail sur carte, sur plan. Donc ça, c'est un travail qui a dû se dérouler sur 2 ans, 2015-2017. Et qui évidemment se traduit par des restitutions où chacun peut échanger et chacun peut entendre le point de vue finalement de son voisin, de la commune voisine. Et donc c'était un travail par l'entrée paysage. Donc comme vous avez pu voir, le bureau d'études dessine-moi un mouton, dessine-moi mon territoire. Et là aussi, ça a une valeur pédagogique très forte par rapport aux élus, notamment par le fait que ça nous permettait de travailler à une échelle plus importante que celle de la commune. Donc les ateliers avec les étudiants sont en général à l'échelle des communes. Et là, avec l'atelier territoire, on était à l'échelle d'une agglomération. Donc c'est aussi pour nous un objectif de pédagogie aux différentes échelles. Et donc là, c'est la feuille de route qui a été la conclusion de cet atelier. Donc, vous voyez, une approche systémique très complexe. Donc, on part de petits dessins et puis finalement, on arrive à une stratégie de territoire. Les derniers ateliers que l'on a pratiqués étaient aussi proposés par l'État. Ils avaient nom Atelier Flash. C'est un modèle qui proposait à des cabinets référents du territoire une possibilité d'accompagner une collectivité sur un temps très court, 2 ou 3 jours. C'est pour ça qu'on les appelle flash. L'idée étant de rapidement, après un arpentage avec les élus, de détecter les points difficiles, les points à promotionner, d'esquisser finalement une stratégie urbaine. Alors le côté flash peut intriguer, voire inquiéter. Finalement, en les pratiquant, on a mesuré que ça avait un vrai intérêt, dans le sens où on allait très très rapidement à l'endroit où il y avait des difficultés, où c'était compliqué, où il y avait des forts enjeux. Et très rapidement, la discussion s'installait. Le fait que le bureau d'études soit extérieur au territoire facilitait aussi la prise de parole du bureau d'études. Donc, on a mené comme ça sur le territoire 3-4 expériences qui nous ont amené nous, donc ça c'est l'arpentage des ateliers flash, qui nous ont amené à réfléchir à un autre modèle, un peu moins flash. On l'a appelé atelier chaussettes, parce qu'il nous semblait pas mal de renouveler, peut-être un peu de recycler ces ateliers en prenant le temps. Donc c'est là aussi une discussion autour d'une grande eau aérienne déroulée sur le sol. On est à 4 pattes, on enlève ses chaussures puisqu'il faut marcher sur le plan. Et puis avec les élus, on discute.
Quelquefois, on fabrique des petites maquettes qui permettent de mieux comprendre comment les choses peuvent évoluer, ou on dessine sur des calques, on dessine de façon laborieuse avec les élus, on recommence, et au final, nous, notre boulot de CAE, c'était de reprendre finalement tous ces calques, toutes ces discussions dessinées pour les remettre au propre et produire de cette façon ce qu'on appelle un schéma programmatique qui permet de prolonger cette réflexion et de se rapprocher d'un bureau d'études privé. Donc, ça, juste pour terminer, pour donner la parole à mes collègues Eric, c'est pratique. C'est pour expliquer que le travail d'Atlas des paysages n'est pas arrivé spontanément, c'est le résultat d'un travail laborieux d'expérimentation, de discussion, de concertation, qui finalement a permis aux collectivités, aux élus de s'intéresser à la question du paysage. Et là, l'Atlas arrive un petit peu pour prolonger tout ça et certainement le mettre en forme de façon à ce que tout ce travail soit pérenne et s'installe dans le long temps. C'est exactement ça. Tu veux peut-être… Oui, pour prolonger sur l'Atlas départemental, en fait, il s'inscrit totalement dans la continuité de la méthode qui vient d'être présentée, avec une volonté d'avoir une approche sociologique et une démarche participative en fait dans la construction de l'Atlas. D'où dans la méthode en fait l'intégration d'ateliers en fait d'ateliers de territoire, d'ateliers avec les élus pour aider à la construction de cet Atlas. Donc il y avait 2 séries d'ateliers qui étaient prévues dans le cahier des charges. Une première série qui devait permettre de définir, de discuter des enjeux à l'échelle départementale, et puis une deuxième série pour affiner, décliner à l'échelle des territoires des 8 PCI qui sont présents sur le département des Côtes-d'Armor, puisque c'était une volonté aussi, c'est que cet atlas ne reste pas une étude sur étagère, mais puisse être approprié par les élus des territoires. Donc voilà, c'est l'intégration des ateliers dans la démarche même de l'Atlas en complément de la méthode nationale avait tout son sens en fait pour contribuer à la création de l'Atlas départemental des Côtes-d'Armor. Alors, le département était partenaire de l'atelier territoire, cette démarche paysage et d'atelier, ce qui a fait qu'on a expérimenté ensemble. Et quand on a pris la décision de lancer enfin l'Atlas, justement, parce qu'on a peut-être réussi à trouver le pourquoi, l'intérêt d'un atlas. C'est se dire une culture, des problèmes. C'est pour ça qu'on a proposé cette méthode atelier à l'échelle des 8 PCI du territoire. Avec une méthode qu'on dira assez souple, parce qu'elle a su s'adapter comme les ateliers de territoire. Certains dans la salle ont été d'ailleurs des acteurs de ces ateliers de territoire. Les ateliers nous permettent de prendre la mesure de tous les aléas, les réserves dues aux élections, la preuve de la pandémie qui nous a obligés à rester, à travailler davantage en chambre, à réinventer chaque fois, je veux dire, le travail. Donc effectivement, c'est une méthode qui est adaptative et qui nous apprend à travailler ensemble, parce que nous soyons tous les 3 aujourd'hui ensemble, ça nous paraît naturel maintenant, mais ça ne l'était pas il y a 2 ou 3 ans. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on tente de faire passer comme message, c'est que ce travail d'Atlas, il se met en place dans la collaboration. Et évidemment, c'est ça qui va nous permettre de faire qu'il se diffuse sur le territoire de façon efficace. On voit bien que peut-être que le temps du travail en mono-institution qui descendrait vers le territoire est peut-être révolu, et que désormais, nous, on le perçoit comme ça sur le territoire, peut-être parce qu'on est
un territoire très rural, plutôt modeste. On a mesuré depuis longtemps que la coopération entre institutions, associations, donc là, le département, le CAIE, l'État, mais l'Adréal a été aussi très active, les Comcom l'ont été aussi. Toute cette coopération permet aux documents de bien se diffuser sur le territoire. C'est plus une culture qu'un document. C'est plus, oui, c'est ça. Et l'idée, c'est que cette culture, une fois qu'elle est diffusée sur le territoire, infuse aussi les documents réglementaires qui sont en cours de fabrication. Voire de projets, parce qu'en fait, l'ambition, c'est de porter les projets de territoire et leurs différentes déclinaisons sur les territoires, y compris petits villes de demain. Donc là, il y a une petite diapo qui présente une photo de l'observatoire photographique que l'on accompagne depuis maintenant plus de 25 ans. Ça fait partie des documents qui ont alimenté l'Atlas. Ça a aussi débouché sur une discussion autour du fameux concours photo, puisque finalement ce travail, qui est un travail très rigoureux, là aussi très laborieux, puisque je ne sais pas si vous connaissez le principe, l'Observatoire du paysage, c'est sur notre département 40 points de vue qui ont été déterminés il y a plus de 25 ans et qui sont refotographiés tous les ans, à peu près à la même époque, à peu près à la même heure, sur exactement le même point de vue. Donc, ça nous permet de regarder comment le paysage évolue et ça avait fait l'objet d'une proposition lors de ces travaux autour de l'Atlas, d'un concours photo. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un mot, Eric. Oui, le concours photo, c'était dans la continuité de l'approche sociologique, toujours pour faire participer les citoyens et qu'il y ait cette culture du paysage qui diffuse. Donc, il s'est décliné vers deux publics. En fait, le grand public en général, avec une communication assez générale et puis une diffusion au niveau des mairies pour informer les citoyens et les inviter à participer. Et un deuxième volet orienté vers les collégiens, en fait, vers les enfants des collèges. Donc, avec dans les deux cas une participation mitigée, on va dire. Sur les collèges, on a eu de mémoire 6 établissements qui ont participé. En fait, c'était dans le cadre, ça s'est intégré dans des démarches pédagogiques portées par les étudiants, par les enseignants, je veux dire. Donc c'était très intéressant parce que là, il y avait vraiment un travail d'accompagnement et qui était associé. Par contre, effectivement, ça s'est resté à l'initiative de quelques enseignants et donc on n'a pas touché tous les établissements. Et le grand public, c'est pareil, peut-être qu'on a sous-estimé la communication et l'information qu'il fallait faire pour toucher le grand public. On a eu des retours très intéressants par leur diversité, par leur différence de sensibilisation. Mais en volume, en fait, on n'a pas eu tant de contributions que ça. Puis l'appellation concours photo aussi a été un peu ambiguë, donc certains ont pris ça comme un concours photographique on cherchait à faire des photos d'art, pas forcément des photos de paysage, mais plutôt des photos travaillées, de coucher de soleil, de choses une recherche très esthétique plus que paysagère. Le concours était axé sur les paysages du quotidien, pourtant. C'était de dire aux gens, photographiez le paysage, votre paysage du quotidien. En gros, c'est ce que vous voyez de votre fenêtre quand vous allez au travail. Enfin, c'est vraiment le paysage de vos quotidiens. Et dans une proportion assez importante, en fait, on retrouve quand même des photos de paysages un peu emblématiques, bord de mer ou autre, cette idéalisation du paysage vécu. En résumé, c'est le travail avec les enseignants est plus intéressant, mais la difficulté de travailler avec les institutions d'enseignement, c'est le temps. C'est-à-dire qu'on doit s'installer dans le temps de l'enseignement. Et donc ça nécessite qu'on s'y prenne très à l'avance pour que les enseignants puissent intégrer ça dans leur programme pédagogique et que ça puisse se faire tranquillement. Donc là, on a été un peu court. On n'a peut-être pas suffisamment anticipé ce temps.
Donc voilà, c'est pour démontrer que en fait, l'expérimentation, c'est le principe hein, de l'expérimentation, ça marche ou ça ne marche pas. Donc il faut s'autoriser aussi à lancer des expériences. Puis après, on voit ce que ça donne. Bon, là, en l'occurrence, comme le dit Eric, c'était mitigé. Après, c'est sur des photos du site internet. Là, voilà, c'est un atlas assez classique que l'on pourrait éventuellement critiquer en pensant que, en argumentant du fait qu'il s'est intéressé davantage aux espaces naturels dans les photos et les représentations qu'on peut trouver. Mais justement, c'est toute son originalité, c'est tout le travail de définition des enjeux qui n'apparaît pas encore sur le site et qui devra nourrir les futurs ateliers. Voilà. Voilà quelques images pour montrer les paysages du quotidien starmoricain. Sachant que, comme l'a dit Christophe, on est un département très rural. Donc, voilà. Nos cathédrales sont des cathédrales agronomiques. Mais ça a été l'objet de discussions lors de rencontres où, en effet, l'inquiétude pouvait être que cet atlas soit trop lissé, trop. Donc, je me souviens de conversations où, en effet, certains se plaignaient que les photos ne correspondaient pas au paysage qu'ils croisaient, qu'ils traversaient. Donc, là, on doit reconnaître que le bureau d'études a fait un travail assez exceptionnel parce que finalement, dans l'Atlas, les photos présentent bien les territoires qu'on traverse, hein, qui ne sont pas forcément les territoires dont on ferait la promotion, hein, les entrées de ville commerciales, les zones marquées par les infrastructures industrielles. Mais le bureau d'études y est allé et je pense qu'il avait compris qu'il devait y aller de façon, comment dire, de façon douce, quoi. Le point de vue des élus sur l'Atlas était important et moi j'ai compris qu'il ne voulait pas faire un travail qui montrait du doigt, qui donnait des leçons. Donc en effet, on a d'abord commencé par un travail de captation d'images plutôt consensuelles et au fil du temps, les questions qui nous préoccupent, à savoir en effet l'extension d'urbanisation, à savoir la question de l'industrie agricole. Toutes ces questions sont arrivées et on a pu en discuter et puis finalement elles sont restituées aussi dans l'Atlas. Donc il y a le choix du cabinet est essentiel. Enfin bon, vous en êtes certainement convaincu, mais moi j'ai l'impression qu'on l'a, au travers du travail qu'ils ont produit, là, on en fait encore la preuve. Et voilà, on termine par une belle photo des infrastructures ferroviaires d'Arel-de-la-Noë qui occupent le littoral de notre territoire. Donc, c'est des photos qu'on aime bien, tout simplement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. On pressent que les écueils à éviter sont nombreux. On discerne qu'on a un chemin qui est semé d'embûches là, qui se dresse devant nous, mais c'est vraiment intéressant d'entendre comment vous avez développé cette méthodologie. Les prochaines étapes pour vous, quelles sont-elles ? Eh bien, organiser les ateliers avec les élus, sachant que nous sommes en réserve électorale. Le préfet a refusé de signer les convocations qui avaient été préparées. Donc, nous avions prévu des ateliers fin mars. Donc, ça va être reporté sans doute en septembre. Mais justement, nous allons profiter pour réactiver. Je vois Émilie, je te vois à droite, Émilie qui a bien connu ça avec l'atelier territoire. On va réactiver des ateliers entre nous pour nous rencontrer et puis retravailler sur ces notions d'enjeu, peut-être avec les techniciens des EPCI, de façon à ce que l'Atlas soit vraiment
construit à l'échelle des attentes des EPCI. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est une contrariété qui va complètement dans le sens de nos objectifs. Et voilà aussi, tu vois, Émilie ne nous contredira pas. C'est aussi le fruit de cette collaboration, le fait que nous soyons très réactifs, voilà, qu'on peut prendre la mesure, être agile, hein, pour reprendre des termes de notre ministère, mais c'est juste fondamental. Là, effectivement, pour le maître d'ouvrage, l'enjeu, c'est de finaliser l'atlas et de le rendre public, en fait, le diffuser. Et puis, je pense que pour nos 3 structures, c'est de travailler sur la suite, en fait, et de se concerter pour concrétiser cette impulsion et profiter de cette dynamique pour engager d'autres actions et voir comment on peut traduire en fait l'Atlas dans les territoires et faire en sorte que la vision paysagère en fait soit réappropriée par les acteurs des territoires. En fait, le diaporama, je pense que vous l'avez compris, il tentait de démontrer que ce travail d'Atlas s'installe dans toute une série de travaux, d'ateliers à tous les niveaux, avec tous les publics, et que finalement, la mise à disposition de cet atlas n'est pas la fin du travail. Ce travail va se prolonger de multiples façons. Évidemment, il va alimenter aussi la mise en œuvre d'autres documents, d'autres travaux. En fait, c'est un peu comme ça qu'on l'imagine sur le territoire des Côtes-d'Armor. Je pense qu'on aura encore l'occasion d'échanger sur la suite, puisque vous aurez certainement beaucoup de retours d'expérience sur cette phase tout aussi importante que la précédente à nous faire partager pour cette partie de la vie de l'Atlas. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions dans le… Madame, je vous amène le micro pour qu'ils vous entendent. Oui, bonjour. Étant moi-même bretonne, un peu déracinée à Paris, je m'interroge sur les enjeux de cet atlas qui me paraît déjà bien abouti. Quand on sait que certaines stations balnéaires risquent d'être entachées prochainement par la construction d'un bel en bras, pour ne pas le citer, et que donc cette notion paysagère à laquelle vous avez, d'atlas paysager auquel vous avez participé, risque d'être modifiée à très très court terme. Donc, est-ce que les atlas peuvent influencer les permis de construire ou non dans des sites qui sont censés être protégés? Écoutez, moi, j'ai déjeuné ce midi avec un collègue, Émilie doit s'en souvenir, s'appelle Étienne Longueville. Étienne, tu t'en souviens, Émilie? Étienne était directeur de la prospective à Saint-Brieuc, à la ville de Saint-Brieuc. Maintenant, il est non, il était à l'Aglo, et maintenant, il est à la ville. Et justement, il parlait de la rocade. À Saint-Brieuc, la taxe du territoire, il s'était construit sur une réflexion autour d'une rocade qui, construite, ferait périphérique. Eh bien, il y a 5 ans, quand on a commencé à travailler sur cette démarche, c'était un fait avéré que cette rocade allait se faire. Elle va sans doute se faire. Mais, en tout cas, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été sensibilisés à ces questions paysagères, parce que ça nous a aussi permis de parler d'agriculture, donc de foncier, de déplacement, d'habitat. Donc, en fait, on a construit un réseau d'acteurs avec lesquels on partage les mêmes enjeux. Alors, même si on ne gagne pas à toutes les fois, mais en tout cas, on est face à un certain nombre d'acteurs, techniciens ou d'élus avec lesquels on partage voilà, des enjeux, des objectifs. Alors, voilà, c'est une réponse de Normand que je suis en train de faire. Je ne sais pas si on va gagner, enfin, je ne sais pas si on va réussir à faire évoluer le projet auquel vous faites référence et les projets d'une façon générale, mais en tout cas, on sent qu'on a progressé dans cette capacité des décideurs d'avoir une vision globale. Oui, pour rejoindre Éric, l'affaire publique est faite d'injonctions contradictoires et sur le littoral, on mesure comment c'est compliqué
de conserver le caractère des lieux, même la beauté de certains lieux et de répondre aux demandes de densification de certaines zones urbanisées. L'intérêt de l'Atlas, c'est qu'au moins on a un endroit de discussion, un lieu de discussion où toutes les institutions sont côte à côte. Et là, on est là, je suis entre le département et l'État, donc je suis bien entouré. Mais oui, il n'y a qu'une alternative, c'est la discussion. Et en effet, je suis d'accord avec vous, madame, on ne tient pas tout. Il y a plein d'endroits où ça ne se termine pas comme on aurait aimé. Et Éric parlait de cette fameuse contournante. Ces ateliers du territoire ont été le moment de grands débats qui étaient très, très intéressants. Et on a vu comment les élus… Et qui était interdit à l'époque. Oui, qui n'était pas… voilà, c'est ça, qui n'était pas clairement autorisé. Et on a vu des élus discuter et on a vu comment certains points de vue arrivaient à être entendus et comment l'affaire publique se fabrique tout doucement avec, oui, c'est ça, avec des incohérences, mais je pense qu'on n'a pas d'alternative à ça. Il faut continuer de discuter. Alors, moi, je suis le directeur du CIE des Côtes-d'Armor, donc notre travail, c'est un peu ça, c'est faire la promotion du débat, de la discussion, de la réflexion. C'est autour de ces outils-là qu'on arrive à le faire. Alors, ce qui est particulièrement intéressant pour l'Atlas, c'est qu'on le fait en entrant par la porte du paysage. Ça c'est vraiment sur nos territoires, pour le coup, littoraux, une qualité et un atout important. Et c'est vrai aussi sur les territoires ruraux. Oui. On le voit bien avec les étudiants d'école d'architecture. Cette entrée par le paysage, elle est vraiment fondamentale.